Alors, on parle depuis ce matin, beaucoup de, traitement de première intention, qui est, le mode de vie, l'hygiène de vie avec le SOPK. Et pour ça, on a tout autant besoin d'accompagnement par des professionnels que, un accompagnement médical par des professionnels de santé. Et donc aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir et l'association a l'honneur d'accueillir 3 professionnels. Donc Laure Camborieux qui se présenteront plus en détail tout à l'heure, qui est gynécologue, psychologue en cabinet à Toulouse. Marion Massacrier qui est ostéo à Rodez et qui est spécialisée dans les troubles gynécologiques. Et Florine Gérardin qui est conseillère en naturopathie spécialisée en bien-être et en équilibre hormonal à Charleville. Et on va discuter ensemble et essayer d'expliquer pourquoi et de quelle manière les techniques complémentaires peuvent aider et soutenir un potentiel suivi médical à côté. Donc, je vais d'abord les laisser se présenter une par une. Donc, je vais aller dans l'ordre. Marion, je te laisse te présenter. Normalement, il fonctionne tout seul. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis Marion, je suis ostéopathe à Rodez, en Aveyron. J'ai un diplôme d'ostéopathie en 5 ans dans une école agréée par le ministère de la Santé et je me suis spécialisée avec des techniques ostéopathiques axées sur le système gynécologique pour une prise en charge beaucoup plus précise de tous les troubles gynécologiques et certaines maladies comme le SOPK et l'endométriose aussi. Et aujourd'hui, je propose en fait des soins et des accompagnements vraiment axés sur le corps, les énergies et les émotions. Une prise en charge plutôt générale. Merci. Laure. Donc, moi, c'est Laure. Je suis gynéco-psychologue, ça veut dire psychologue spécialisée dans les problématiques gynécologiques. Je ne suis pas gynécologue. Et donc, ces problématiques qui sont liées au SOPK, l'endométriose, les problématiques d'infertilité, de PMA. Et j'accompagne les femmes et les couples sur ces dimensions-là, notamment, ça a été rappelé ce matin, hein, l'implication, l'intrication des processus psychologiques sur les pathologies. Et donc, j'accompagne sur la prévention de l'anxiété, de la dépression, l'estime de soi qui est très importante dans ces problématiques. Et je les accompagne avec une double casquette de psychologue, psychothérapeute en thérapie cognitive et comportementale et d'instructrice en méditation de pleine conscience, ce qui permet une approche globale pour la personne, alliant plusieurs outils, on va dire, et pour prendre en compte à la fois l'aspect psychologique, mais l'aspect aussi corporel. Merci. Florine. Oui, donc je suis Florine, je suis conseillère en naturopathie, je me suis spécialisée en bien-être féminin et cycle menstruel. Et dans ce cadre-là, je vais accompagner donc sur tout ce qui va être alimentation et hygiène de vie, euh, pour tout ce qui va être SOPK entre autres, mais aussi infertilité, endométriose, toutes les problématiques qu'on peut rencontrer en tant que femme, qui peuvent aller des premières règles jusqu'à la ménopause. Donc ça peut passer par les douleurs de règles, tout ce qui va être syndrome prémenstruel. Donc l'idée, ça va être vraiment d'aller en complément d'un suivi médical, mais vraiment d'accompagner sur voilà, l'hygiène de vie, l'alimentation, tout ce qui va être complément alimentaire et phytothérapie, donc les plantes. Donc l'idée, ça va être vraiment d'avoir une approche générale, le stress, sommeil. Donc c'est assez vaste, mais tout ça, c'est utile pour le SOPK en l'occurrence. Merci beaucoup. Alors, première question et pas des moindres, et je pense que ça va permettre aussi de reposer un peu le cadre et de donner une définition. Qu'est-ce qu'on entend par technique complémentaire? Et là, je vais vous passer la parole une par une parce que je pense que vous avez chacune aussi votre définition et chacune votre cadre. Laure, pour changer. Alors, ça a été rappelé à plusieurs reprises, Florine vient de le rappeler aussi. Le SOPK est une problématique complexe et donc il va falloir s'occuper des différentes parties. Moi, je vais m'occuper de ce qui est plus psychologique, processus psychologiques qui vont aggraver peut-être la problématique avec des processus anxieux, des processus dépressifs qui se mettent en place et qui font que les choses deviennent de plus en plus compliquées. Donc ça va être mon focus principal. Mais bien évidemment, je vais regarder aussi
je vais interroger sur l'hygiène de vie. Est-ce que la personne a une activité physique? Est-ce qu'elle a des douleurs physiques? Auquel cas, ensuite, je vais proposer une orientation vers d'autres approches. Évidemment, en complémentarité de l'approche médicale et notamment de tout ce qui va être le diagnostic, le suivi. Ça a été encore très bien expliqué ce matin, ce suivi vie entière, en fait, qui est nécessaire. Qui veut prendre le relais? Oui, des fois, je laisse la main. Oui, alors pour moi, technique complémentaire, c'est vraiment tout ce qui existe à côté de ce que propose la médecine traditionnelle aujourd'hui. Donc l'ostéopathie en fait totalement partie, comme la naturopathie et la prise en charge psychologique. Euh, le SOPK étant multifactoriel, pour moi, il est primordial, encore une fois, de prendre en compte tout ce qui peut venir perturber l'équilibre en fait interne du corps, que ce soit notre alimentation, notre hygiène de vie, mais aussi bien évidemment tout ce qui va venir nous impacter dans notre bon fonctionnement, dans nos énergies, tout ce qui va être stress, bien sûr, événements aussi traumatisants, événements marquants qui viennent perturber notre équilibre plutôt mental. Et je pense que justement, toutes ces techniques complémentaires peuvent apporter ce qui manque peut-être aujourd'hui, un confort vraiment de vie général. Florine? On l'a rappelé ce matin. Tout ce qui va être gestion du stress, de l'alimentation, l'activité physique, c'est hyper important pour pouvoir mieux gérer son SOPK. Et en l'occurrence, la naturo, elle va être utile à ce niveau-là. Et du coup, ça enlève en rien l'importance de la prise en charge médicale. Avoir un accompagnement en naturo peut et doit se faire en complément d'un suivi médical, puisque de toute façon, le traitement est prioritaire et tout ce qui va être à côté va accompagner. Et c'est exactement ce que Laure et Marion ont dit. L'idée, c'est vraiment de venir en plus et de potentialiser même les traitements dans certains cas. Dans le cas de l'infertilité, par exemple, ça a été montré que potentiellement l'alimentation, l'hygiène de vie, la gestion du stress, etc., en plus des traitements en parcours de PMA, ça pouvait aussi augmenter l'efficacité des traitements, par exemple. Donc ça peut permettre d'aller vraiment avoir plus de résultats. Donc c'est hyper, ça va vraiment être complémentaire en fait. Et je me suis perdue. Non, si, c'était bon. Oui, parce qu'on était dans le cadre et la Oui, définition. Je pense que tu as bien répondu à la question. Et ça amène du coup vers l'autre question qui là va être plus spécifique par rapport à vos propres disciplines. Parce que finalement, pourquoi un accompagnement naturo? Pourquoi une psychologue? Pourquoi aller voir l'ostéo quand on a le SOPK? À quel moment est-ce qu'il y a finalement on sait qu'un SOPK, une femme, est-ce qu'il y a des profils un peu plus spécifiques qui vont plutôt aller voir tel professionnel ou tel professionnel? Qu'en est-il pour vous? Quelles sont les plus-values de vos disciplines dans le SOPK et dans la prise en charge du SOPK? Bon, allez, j'y vais. Florine, parce que du coup, tu n'as pas commencé. Hein. C'est encore moi. Alors, ça peut être... il peut y avoir beaucoup de raisons d'être accompagné en naturo. Dans le cadre du SOPK, donc, je l'ai dit juste avant, dans le cadre de l'infertilité d'un projet bébé, par exemple, ça peut permettre de potentialiser ses chances. Mais au-delà de ça, souvent, l'alimentation, c'est pas évident. Avec le SOPK, la perte de poids, c'est compliqué. Donc, se faire accompagner pour équilibrer l'alimentation, pour l'adapter, ça va être vraiment intéressant. Donc, c'est pas toujours évident de le faire seul. Dans ce cas-là, le fait de le faire avec une naturo ou une diète, hein, d'ailleurs. Mais l'avantage de la naturo, c'est que ça va pas se cantonner à l'alimentation et qu'on va aller travailler tout le reste aussi autour. Parce que le stress va impacter l'alimentation, que l'alimentation va impacter le stress, que le sommeil impacte les hormones, etc. Et c'est vraiment une vue d'ensemble qu'apporte la naturo. Et dans ce cas-là, ça peut être utile dans tous les cas de figure, même s'il y a des limites en l'occurrence. Et j'aurais tendance à dire qu'il y a un certain moment où sur la partie psychologique, ça devient trop difficile à gérer, le stress par exemple. Là, je vais plutôt rediriger vers Laure dans ces cas-là.
où elle va pouvoir prendre le relais ou aller plus loin que ce que moi je pourrais faire en tant que naturo. Du coup, je passe la main au passage. Tu poses la question de à quel moment consulter. Je vais répondre après, oui, effectivement. Pour ce qui me concerne, où je bosse beaucoup sur la question de l'infertilité et l'entrée dans la PMA, potentiellement, on sait que ce sont des parcours qui sont très complexes, avec cette dimension de stress. Et j'ai envie de dire, plus tôt vous consultez, mieux c'est. Et je préfère recevoir des personnes qui viennent parce qu'elles rencontrent un certain nombre de difficultés et qu'elles ont envie un petit peu de faire le tour, de savoir où elles en sont, et au bout d'une évaluation, quelles sont les ressources de la personne en termes de gestion du stress, de gestion des émotions, etc. Je préfère dire à cette personne, écoutez, là, pour l'instant, je ne vois pas trop d'intérêt à ce qu'on se revoie, mais je suis à votre disposition, plutôt que des personnes qui ont attendu, et que on arrive à un niveau important d'anxiété ou de dépression, et là, la prise en charge est plus complexe. Et ce que j'explique assez rapidement dans les consultations, en fait, je travaille beaucoup sur la qualité de vie. C'est-à-dire que ces problématiques-là, encore une fois, ça a été très bien dit ce matin, elles vont impacter très vite la qualité de vie sur plusieurs secteurs, donc la vie personnelle, et puis la vie peut-être conjugale, la vie professionnelle, et ça peut vite prendre une ampleur importante. Alors que avec des consultations, on va pouvoir, sur le stress, des fois il y a des petites choses très simples à mettre en place. Rappeler qu'il faut faire de l'activité physique, qu'il faut soigner l'alimentation. Alors après, ça, c'est pas mon rayon, mais juste, je fais moi ce point-là. Je fais le tour de la question et placer ces choses-là. Et ensuite, après, s'il y a une problématique psychologique, d'anxiété, de dépression, d'estime de soi, là, je vais pleinement mettre en place mes outils propres, effectivement, engager une psychothérapie. En complément, probablement, la plupart du temps, d'autres approches. Est-ce que ça répond à la question? Ça répond à la question. Et l'ostéopathie dans tout ça? Alors, l'ostéopathie, ce qu'il y a de génial avec cette profession et cette technique, finalement, c'est que le tout premier principe fondamental de l'ostéopathie, c'est de prendre le corps dans sa globalité. Donc, pour une douleur, pour un problème, on ne va pas simplement regarder le point douloureux ou le problème, on va faire un check complet du corps et du fonctionnement. Donc, sur des séances adaptées au SOPK, par exemple, bien évidemment qu'il y a des soins qui sont faits au niveau des ovaires, au niveau du système gynéco et du bassin pour garder un maximum de mobilité et d'espace dans cette zone-là. Mais il y a aussi une grosse approche crânienne sur l'axe hypothalamo-hypophysaire, donc cet axe hormonal qui produit les hormones qui gèrent le cycle notamment. Par les techniques crâniennes, en fait, sur les méninges et sur la mobilité des os du crâne, on arrive à travailler en fait sur l'intégralité du système nerveux et du système endocrinien. Donc c'est absolument fantastique tout ce qu'on arrive à faire. Maintenant, on peut proposer des séances, en tout cas moi je propose des séances notamment dans les parcours PMA, où là, s'il n'y a pas un travail qui est fait avant d'équilibrage global du corps, qui ça peut se faire vraiment n'importe quand, dans le cadre vraiment du parcours PMA, moi je propose des séances en général avant les ponctions pour travailler le corps, se préparer à ça, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan émotionnel. Je propose des séances souvent après les ponctions aussi parce que ça peut être relativement douloureux et traumatisant pour les tissus. Et bien évidemment, je propose une séance avant transfert s'il y a FIV pour essayer d'optimiser et faire en sorte que l'utérus des femmes soit le plus accueillant possible. Petite question sur cette partie-là, évidemment, parce que c'est vrai qu'on parle là, il y a quand même un focus un petit peu sur le protocole de PMA, donc les désirs de grossesse. Ces techniques, elles peuvent aussi être mises en place pour réguler un cycle, pour décider. On sait que les cycles chez les femmes SOPK, c'est souvent très anarchique. Est-ce que ça peut aussi être mis en place pour réguler un cycle, préparer ou pas un désir de grossesse, ou simplement essayer de rendre les traitements plus efficaces? Oui, disons que, alors je vais parler pour moi et les femmes que je vois en cabinet.
À la base, elles viennent parce que, bah, elles ont un désir d'enfant et qu'elles ont le SOPK et en fait, bah, la base de la base reste quand même de travailler sur le cycle menstruel. Donc moi vraiment le pilier de mes accompagnements, c'est retrouver un cycle normal. Donc on travaille sur l'utérus, on travaille sur le système nerveux qui gère les cycles, le système hormonal qui gère les cycles, toute la composante émotionnelle bien évidemment, liée avec la féminité et le bien-être féminin en général. Et en fait, c'est là-dessus finalement que j'ai les meilleurs résultats sur le retour de cycle régulier. Reste à vérifier s'il y a ovulation ou non durant ces cycles. Et du coup, de la même manière, alors toi, alors tu travailles spécifiquement, je crois, avec des femmes en parcours de PMA? Ou parce que je me dis que finalement, le suivi psychologique, la santé mentale peut avoir aussi un effet sur une régulation ou une anarchie des cycles. Est-ce que ça peut être intéressant d'être suivi par une psychologue sans avoir de projet de grossesse? Dans le cas notamment du SEPK, oui, puisqu'on voit toutes les conséquences possibles, potentielles sur rien que sur la santé physique, hein. Donc, et il peut y avoir un travail à faire, par exemple, sur les troubles du comportement alimentaire, des choses comme ça, mais pas que. On sait qu'il y a des intrications entre le stress, anxiété, dépression et la santé physique. Donc, oui, même s'il n'y a pas de désir de grossesse, c'est important, ça peut être important de consulter. Hem Et souvent, parfois, je peux recevoir des femmes qui viennent parce qu'elles ont un problème au boulot ou quelque chose comme ça et cette question des cycles, de la santé gynécologique, elle est abordée à un moment donné et elle vient et du coup, on peut observer ça. Et juste, je voulais rajouter par rapport à ce que tu disais, le pilier, c'est l'utérus, l'ovulation, etc. Il y a un deuxième pilier qui est la vie sexuelle. Ouais. Et très, très Grand souvent, débat aussi avec le SOPK. grand On débat va pas avec. beaucoup parler de libido depuis ce matin, Mais mais c'est un voilà, grand sujet. c'est un grand débat dans l'endométriose aussi, hein. Et quand je pose la question aux femmes qui me consultent, comment ça se passe pour vous, bah, très souvent, effectivement, la sexualité est profondément affectée avec toutes les conséquences que ça a. Et ça, c'est, il n'y a pas cet espace de parole, je crois, dans les milieux médicaux pour le coup. Et je pense que toutes les trois, enfin, les approches complémentaires, hein, elles peuvent aussi permettre d'ouvrir des questions qui ne sont pas ou plus difficilement adressées dans le milieu médical, parce qu'on a un peu plus de temps, parce qu'on a une autre écoute, une autre approche. Donc, pour revenir sur ta question, est-ce que c'est important d'avoir un accompagnement psychologique? C'est ce que je disais tout à l'heure. Je préfère que quelqu'un vienne me voir et puis que, ben, voilà, finalement, il n'y a pas d'indication de suivi psychologique. On fait une séance, deux séances et puis moi, ma porte est toujours ouverte, que plutôt que laisser dériver les choses, voilà, quelle que soit la problématique. Alors, du coup, j'ai une grosse spécialité sur l'infertilité, mais à part ça, j'accompagne aussi des personnes en burn-out, en stress au travail, voilà, plus large. C'est vrai qu'autant je pense pour la naturopathie et l'ostéopathie, on va plus facilement vers ces techniques en prévention. Pour la santé mentale, on va pas se dire: «Je vais prévenir, d'une mauvaise santé mentale», on sait jamais. Alors que, parcours de PMA ou pas, je pense que tant qu'on n'a pas commencé le parcours, on a peut-être du mal à s'imaginer de la complexité et de ce que ça peut amener après comme problématique mentale. Mais ça vaut le coup de tout autant prévenir sur sa santé mentale que sur le reste, parce que encore une fois, je le répète, mais la santé mentale peut avoir un impact hyper important sur, le cycle sur les cycles, derrière et sur, du coup, l'efficacité des traitements. Et ça reste encore malheureusement tabou et je trouve, de plus en plus j'ai un peu de plus en plus de mal avec cette opposition qu'on fait tous, hein, moi aussi, santé mentale, santé physique. Il y a la santé, qui a avec des composantes physiques, des composantes psychologiques, et je crois qu'il va falloir quand même vraiment évoluer vers ça. Alors si je peux me permettre, pour moi la santé mentale en fait c'est l'enjeu, fondamental aujourd'hui. C'est d'apprendre à prendre soin de soi
pour pouvoir montrer à nos enfants et notamment là, à nos filles, comment s'occuper d'elles, comment prendre soin d'elles, comment, devenir en fait les femmes épanouies qu'elles veulent être et heu et moi je ne fais pas la dissociation corps-esprit du coup, parce que pour moi l'un ne fonctionne pas sans l'autre et que, bah, si un des paramètres est manquant, n'est pas pris en charge, bah, la santé ne peut pas être optimisée à 100. D'où ce que tu disais tout à l'heure, que tu travailles autant sur le corps que sur les émotions. Est-ce que tu peux peut-être en dire un tout petit peu plus sur la manière dont tu fonctionnes justement en travaillant sur ces deux états-là? Oui, alors, moi je pratique l'ostéopathie somato-émotionnelle. Donc c'est une branche de l'ostéopathie, on va dire, qui dit qu'il y a un lien entre un vécu émotionnel qui crée une émotion intense et les troubles fonctionnels qu'on peut retrouver à l'intérieur du corps. C'est-à-dire que on part du principe que, le vécu émotionnel de la personne va créer une émotion très intense et que si cette émotion n'est pas exprimée, n'est pas libérée, eh bien, elle va venir s'ancrer à l'intérieur des tissus et créer ce qu'on va appeler une mémoire émotionnelle inconsciente. Donc, la personne n'a même pas forcément conscience, en fait, qu'elle a ça à l'intérieur d'elle et c'est le corps, finalement, qui exprime ce truc-là. Dans le trouble du cycle, dans les douleurs de règles notamment, il y a, très, très souvent un événement, alors je vais appeler ça un trauma émotionnel, un choc émotionnel qui a fait que, devenir une femme, ben, c'est douloureux. Donc avoir ses règles, c'est douloureux. Alors que c'est complètement pas normal d'avoir des douleurs de règles. Donc, moi je travaille là-dessus, je pars du corps, je pars des symptômes, en fait, qui sont exprimés. Je discute énormément avec les gens pour connaître leur vécu. Je teste, la vibration des organes, je teste le plan énergétique des personnes et tout ça, en fait, me permet ensuite d'aller, comprendre un peu mieux ce qui aurait éventuellement pu déclencher le trouble ou la maladie et donc ensuite de traiter grâce à l'ostéopathie somato-émotionnelle qui va permettre de libérer les tissus physiques en même temps que le plan énergétique et émotionnel des gens. Merci. En continuant du coup peut-être un petit peu plus en détaillant, vos accompagnements, Florine, parce que tout à l'heure je posais un peu la question pour, s'élargir un peu du côté, infertilité. Toi, comment se passent tes accompagnements plus précisément? Alors pour le coup, même en dehors de l'infertilité, ça peut être, intéressant, un accompagnement en naturo. On parlait beaucoup de résistance à l'insuline ce matin et on a beaucoup parlé du fait que, l'alimentation pouvait aider, l'activité physique et cetera, tout ce qui était règles hygiéno-diététiques et en l'occurrence, c'est exactement ce que va faire la naturo, c'est qu'on va aller adapter l'alimentation pour aller, justement, agir sur la résistance à l'insuline, même si c'est dans une certaine mesure, hein, ça sera pas, il y a aucune, il y a pas de magie, hein, là-dedans et que, les résultats sont, variables d'une personne à l'autre, et souvent il y a pas que ça à prendre en compte. Mais le stress va aussi agir sur la résistance à l'insuline, par exemple. Donc en allant agir sur tout ça, on va aller agir sur, bah, les causes du SOPK et du coup, on va aller forcément agir sur tous les symptômes qui en découlent. Donc, que ce soit les cycles irréguliers, que ce soit l'hyperandrogénie, en allant agir vraiment sur, bah, le stress, l'hygiène de vie, le sommeil, on va aller agir sur les hormones dans une certaine mesure et on va participer à réguler, hem à les réguler au niveau hormonal et donc même en dehors d'un parcours d'infertilité ou d'un projet bébé, ça peut tout à fait, être utile puisque de toute façon ça va permettre de limiter les symptômes. Alors des fois selon le degré, heu, d'importance des symptômes, l'alimentation, l'hygiène de vie, ça peut suffire. Des fois, il faut un traitement en parallèle, parce que des fois ça suffit pas en l'occurrence. Mais pour le coup, je parle par expérience. L'alimentation, la gestion du stress, l'amélioration du sommeil. Dans mon SOPK à moi, personnel, en l'occurrence, ça a eu un impact assez énorme, sur ma qualité de vie, puisque ça m'a permis de moins subir mon SOPK et c'est d'ailleurs ce qui m'a amenée à devenir, conseillère en naturo, mais ça, c'est
le parcours. Mais du coup, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un projet spécifique. Ça peut être juste de vouloir mieux vivre au quotidien, en fait, et d'adoucir le quotidien avec le SOPK, parce que c'est l'idée première en général, et c'est ce qui fait que souvent on est impacté dans sa qualité de vie derrière, c'est qu'il prend trop de place, en fait. Donc l'idée, c'est d'aller agir là-dessus. Laure, toi, est-ce que tu as, en termes de suivi, est-ce que tu as un accompagnement spécifique ou c'est très... Je fais la même chose qu'elle. Ah bah, la réponse est rapide du Mais coup. pas un naturopathe. Moi, je suis thérapeute en thérapie cognitive et comportementale. Donc, l'approche est plutôt effectivement psychologique sur la parole. Alors, la prise en charge, dans un premier temps, va commencer par quelques séances où on fait le tour de la question, quelle est la vie de la personne, voilà, comment elle vit, qu'est-ce qui l'amène, ce sur quoi elle voudrait travailler et regarder globalement, voilà, son hygiène de vie, ce que j'ai dit tout à l'heure. Et après, on va trouver les cibles sur lesquelles elle voudrait travailler, elle a envie de travailler parce que ça va améliorer sa qualité de vie. Et donc, ça peut être très varié, hein. Ça peut être le stress, ça peut être l'estime de soi, ça peut être parfois la communication, par exemple avec le conjoint, avec les amis, qui va être source de stress. Ça peut être le travail qui peut être source de stress. Donc, enfin, on va faire ce tour-là. Et dans la thérapie cognitive et comportementale, la théorie sur laquelle on travaille, c'est de se dire que face à une situation donnée, ça va générer chez nous un certain nombre de pensées, d'appréhension par rapport à la situation. Ça va générer des émotions qui vont se traduire dans le corps, effectivement. Et souvent, les personnes n'ont pas conscience des émotions ou ne savent pas bien les gérer. Donc, on va repérer ça dans les premiers entretiens. Et ces émotions qui sont des émotions désagréables, personne n'a envie de ressentir du stress, de ressentir de la détresse, de la peur. Naturellement, on va avoir envie d'éviter ces situations. Et donc, on va mettre en place peut-être des comportements qui ne sont pas hyper adaptés, qui vont aider à court terme à dépasser l'émotion, mais à long terme, qui vont avoir des effets secondaires néfastes. Par exemple, peut-être on va se mettre à fumer. Et on sait qu'il y a un lien très fort entre stress et tabac. C'est pas hyper bon pour le SOPK, pour la fertilité. Donc, on va repérer tous ces cercles vicieux-là. Dans les problématiques féminines, il y a toutes les problématiques qui sont liées à la douleur, qui font partie de ces cercles vicieux. Peut-être, je parlais tout à l'heure de sexualité, la sexualité, elle peut être douloureuse. Je vais avoir peut-être tendance à pas avoir spécialement envie, et du coup, avec toutes les répercussions que ça va avoir. Donc, le travail en thérapie cognitive et comportementale, c'est de repérer ces cercles vicieux et ensuite d'aller accompagner la personne pour voir si on peut appréhender, voir les situations différemment. Comment on peut gérer les émotions pour qu'elles prennent moins de place et comment on peut trouver une façon de gérer ces problématiques qui n'ait pas d'incidence ou qui ait une meilleure incidence. Et en particulier, une bonne partie de mon travail consiste en fait à permettre à la personne à réaccéder à des choses qui sont importantes pour elle, à réaccéder aux loisirs. Souvent, j'accompagne des personnes qui, parce que la maladie, parce que l'infertilité a pris beaucoup de place, ne sortent plus, ne font plus de choses agréables. Donc, c'est aussi réintroduire cette vie-là. Donc, ça ne va pas faire disparaître le SOPK, mais ça va rendre la vie plus agréable, plus sympa et remettre le SOPK à sa place, une partie de la vie, mais pas toute la vie. Être une femme avant d'être une femme SOPK. Et est-ce que y a des limites? Et si oui, lesquelles dans vos disciplines? Marion? Elle me plaît pas trop cette question, j'avoue, elle me plaît pas trop. Non, mais je vais être honnête en fait, et alignée avec moi-même. Moi, je crois que les seules limites qu'on a, c'est celles l'on se met. Aujourd'hui, on ne soigne pas le SOPK, mais ça ne veut pas dire que demain, ça ne sera pas le cas. Donc moi, j'ai envie de croire, en fait. J'ai envie d'être positive, j'ai envie d'être optimiste,
qu'un jour, on trouvera des solutions médicales à ces maladies qui ne se soignent pas aujourd'hui. Donc, l'ostéopathie a ses limites, si je reste sur l'ostéopathie classique, dans le sens où elle ne prend en compte que le corps physique. Donc oui, effectivement, l'ostéopathie a ses limites. Maintenant, quand on commence à toucher aux énergies et à l'état émotionnel aussi des femmes, eh bien, je pense que non, il n'y en a pas. À part, bien évidemment, celles que l'on va décider de se mettre, à part, ce qu'on est décidé à accepter, à tester, à envisager. Mais là, encore une fois, c'est vraiment propre à chaque femme, et à chaque parcours, je dirais. Merci. Florine? Oui, c'est pas évident comme Oui, question, elle est hein. pas facile cette question. Oui, bah, en soi, la naturo a des limites puisque, c'est ce qu'on disait, c'est toujours en parallèle d'un parcours médical, donc il n'y aura pas de diagnostic, je fais pas de prescription, je fais pas d'ordonnance, de rien de tout ça. Moi, ça va être du conseil, qu'en soi, chacun est libre de suivre ou pas d'ailleurs. Hem Et bah, selon les cas, bah, c'est ce qu'on dit en fait, le SOPK se soigne pas, il y a rien de magique, ça demande de faire des efforts pour le coup dans son quotidien. Donc les limites, elles vont aussi être là, c'est que, il y aura pas de pilule magique, il y aura rien, pour aller guérir du SOPK, donc même, tout complément ou quoi que ce soit n'ira pas faire disparaître le SOPK et il ne remplacera pas non plus un traitement médical. Il y a un moment donné où parfois, c'est trop et bah, on parlait de dépression tout à l'heure. En l'occurrence, au niveau, psychologique, il y a certains moments où, bah, la naturo peut accompagner, mais ça remplacera pas, des antidépresseurs, ça remplacera pas des anxiolytiques. Parfois, c'est trop sévère et ça met potentiellement en danger la personne. Donc c'est le moment où ça devient trop et où on peut accompagner en parallèle, mais ça suffira plus dans ce cas-là. Tout comme, certaines fois où les douleurs sont juste trop fortes. On parle d'endométriose aussi, c'est exactement pareil. On peut soulager, on peut, accompagner, avec une approche naturelle, mais il y a des moments où des fois c'est trop et il faut céder, il faut passer la main en soi. Oui, tout à fait. Déjà, ce qu'on disait tout à l'heure, la question pour ce qui est de l'approche psychologique, bah, ça suppose de parler, et de se livrer et pour certaines personnes, c'est pas évident ou pas forcément au début, et peut-être que ça peut passer par d'autres approches, plus accessibles à la personne, donc ça peut déjà être une limite. Et puis il y a le limite le cadre de ce qu'on peut faire. Effectivement, face à une dépression sévère, je vais, proposer à la personne d'être accompagnée au plan médicamenteux qui va soulager pendant que la psychothérapie après, permet une meilleure guérison. Mais il y a certains moments où on va avoir besoin, d'autres approches et c'est vraiment je pense il faut avoir cette humilité de savoir ce qu'on peut proposer, jusqu'où, à quel moment il faut passer la main, à quel moment, il faut faire c'est des évaluations régulières, hein. Dans la dépression, si j'ai une personne qui a des symptômes dépressifs devant moi, quasiment toutes les séances, je vais reposer, réévaluer où elle en est. Est-ce que l'action que je propose, ça suffit ou est-ce qu'on a besoin là maintenant d'autre chose? Donc les limites, elles sont plutôt là. Et effectivement, quelqu'un qui a une douleur physique, même si je peux lui faire travailler en méditation, abaisser la douleur, peut-être que des séances d'ostéopathie ou de kiné seront quand même à un moment donné plutôt indiquées. Et je crois que c'est notre conscience professionnelle, notre cadre professionnel qui nous apprend ça. Ce qui est intéressant, et on en revient à la définition et au cadre, c'est que ces approches complémentaires, elles sont aussi complémentaires entre elles. C'est pas que de la complémentarité avec le suivi médical, mais c'est aussi un panel d'accompagnement et de techniques qui permettent de finalement améliorer les différents symptômes du SOPK. Dernière question avant qu'on passe aux questions de la salle, et pas des moindres. Comment choisit-on son professionnel de techniques complémentaires?
C'est une question qu'on nous pose très souvent au niveau de l'association. Et pourquoi tu me regardes? Alors, il n'y a pas de science exacte hein, pour choisir un professionnel, que ce soit un professionnel médical ou d'approche complémentaire d'ailleurs. On en avait discuté un petit peu avec Laure, c'est beaucoup au feeling aussi, mais pas que. Puisque la plupart des approches complémentaires sont pas reconnues au niveau national, l'important c'est de choisir un professionnel qui s'est formé sérieusement. Bon, je parle avec ma casquette naturo du coup, et les filles compléteront ensuite. Mais, mais déjà de choisir un professionnel qui a eu une formation sérieuse, alors notamment tout ce qui va être avec des labels Calliope pour la naturo, ça peut être intéressant. C'est des labels de qualité de formation, une formation qui a duré suffisamment, avec un nombre d'heures qui est suffisamment important. En naturo, on parle de 1000-1200 heures minimum de formation pour avoir une formation sérieuse. Puisque malheureusement, on peut avoir des certificats de naturo avec seulement quelques heures. Et là, c'est clairement pas suffisant pour accompagner sérieusement et en sécurité. Donc ça fait déjà partie des critères. Il y a certains syndicats aussi qui militent pour la reconnaissance de la profession et qui permettent d'assurer un cadre de formation aux professionnels qui font partie des syndicats. Donc, je peux en citer deux notamment. Donc, on a l'Omnes et on a le SPN, donc le syndicat des professionnels de la naturopathie, qui essaye d'encadrer la formation et qui permettent justement d'avoir un cadre sécuritaire, même si chaque professionnel après fait un peu sa tambouille dans son coin, mais il y a un cadre, un minimum posé au départ, et ça peut permettre en tout cas de choisir un professionnel alors de la naturopathie, puisqu'en l'occurrence c'est celui que je maîtrise, qui est sérieux et qui permet justement de savoir où on va un minimum. Donc déjà, c'est une bonne base. Alors, pour ce qui concerne les psychologues, psychothérapeutes, nos titres sont définis par l'État, protégés par l'État. Donc, on suppose avoir une formation qui est réglementée. Après, ça ne suffit pas parce qu'on est sur des questions hyper spécifiques. Et je reçois très souvent des femmes qui me disent bah, « Jusqu'à présent, je n'avais pas trouvé quelqu'un qui était capable de parler SOPK, PMA. » Donc après, peut-être en s'adressant aussi aux associations qui peuvent, au fil du temps, avoir des noms à donner, en ayant en tête que déjà, l'approche qu'on va choisir, c'est celle qui va aussi nous correspondre. Et notamment en psychothérapie, 40% de l'effet tient à l'alliance thérapeutique, c'est-à-dire la qualité du lien qu'on peut avoir avec le professionnel, la professionnelle. Et ça, c'est subjectif. C'est-à-dire, j'ai beau être moi, connaître, travailler depuis des années, etc. Peut-être qu'avec cette personne qui va venir, le feeling ne va pas passer. Et donc, l'idée, c'est peut-être de pouvoir l'envoyer vers une collègue. Il y a aucun... Et pour vous, en tant que consultant, autorisez-vous ça. Vous avez le droit de ne pas être à l'aise avec la personne que vous avez rencontrée. Ça arrive, il n'y a pas mort d'homme. Dans ce cas-là, ne restez pas, allez voir ailleurs, consultez une autre personne. Et pour ce qui me concerne, moi, je suis de formation scientifique à la base, en biologie. J'ai envie de recommander, de regarder aussi du côté de Caliapro qui fait ce travail de test, enfin de quelque part je ne sais plus comment vous avez dit, validation un petit peu de des approches, parce que j'ai travaillé 10 ans en associatif en infertilité à mes débuts. Hein. Ça commence à remonter, mais je me souviens très bien qu'à l'époque, il y avait toujours un truc miracle qui arrivait pour améliorer la fertilité, ou le médicament, ou le machin. Et on est dans une telle difficulté, un tel distress que bien sûr, on a envie d'y croire, et c'est normal. Et puis, 3 ans après, on voit qu'en fait, ça ne sert à rien. On a peut-être dépensé beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent là-dedans, et ce n'était pas le truc. Donc, vraiment, essayez de vous rapprocher de professionnels formés avec des professions, des diplômes reconnus. Et c'est peut-être aussi le rôle des associations de voir les approches, celles qui ont été validées ou pas. Qu'est-ce que ça dit tout ça ? Parce que j'ai vu tellement de gens se disperser
à perdre beaucoup d'énergie à des choses qui, au final, ne fonctionnent pas, que c'est vraiment dommage. Dans le cadre de l'ostéopathie, aujourd'hui, les écoles qui sont agréées, donc c'est des écoles en 5 ans, hein, en temps plein, donc elles sont référencées sur le site du ministère de la Santé. Donc en théorie, les ostéopathes qui sortent de ces écoles-là, savent prendre en charge, que ce soit les muscles, les os, les viscères, le crâne. Maintenant, ça veut pas dire qu'ils utilisent toutes ces techniques-là. Moi, je connais plein d'ostéopathes qui savent faire tout ça, mais qui ont décidé de ne faire que du cracking. C'est un choix. Voilà, donc malheureusement, en ostéopathie, il faut tester, il faut rencontrer le thérapeute pour se faire une idée de comment il travaille, parce que peu d'ostéopathes aujourd'hui disent vraiment les techniques qu'ils utilisent. Donc là, c'est vraiment du test avec le risque de faire une mauvaise expérience justement sur le moment, ou la chance de trouver quelqu'un qui nous correspond. Et je vais rejoindre Laure là-dessus, c'est qu'effectivement, s'il y a une grosse part de feeling, en fait, comment je me sens avec le thérapeute, comment je me sens avec le professionnel. Mais l'ostéopathie, il faut aller voir la personne, quoi. Donc, choisir un thérapeute aujourd'hui, pour moi, ça reste complexe, y compris pour moi, hein, quand je veux tester quelque chose. Mais voilà, j'essaye de me rapprocher justement des organismes comme les associations, qui en général ont des bons contacts. Maintenant, sur les réseaux, il y a beaucoup de groupes de soutien, hein, où les femmes discutent entre elles, où on peut échanger sur les différentes techniques, les différents thérapeutes. Les avis internet sur les gens, encore une fois, voilà, ça va donner une idée de l'efficacité, je dirais, mais pas de la personne qu'elle est finalement. Donc il manque encore ce côté feeling. Donc ouais, discuter en fait, vraiment échanger avec les personnes autour de vous. Le bouche à oreille va rester le meilleur moyen en fait de trouver un thérapeute qui correspond, pour moi en tout cas. Et puis, peut-être il ne faut pas hésiter non plus à appeler le thérapeute et poser vos questions. Voilà, qu'est-ce que déjà vous allez sentir au téléphone comment vous sentez, et la personne va vous expliquer comment elle travaille. Voilà, déjà. C'est sûr que ça n'engage à rien de discuter avant de prendre rendez-vous et d'aller faire sa séance. Oui, totalement. Moi, je compléterais juste en disant que autant que les remèdes magiques n'existent pas, les professionnels magiques non plus. Donc tout ce qui peut vendre du rêve sur internet, sur les réseaux sociaux, où on va vous dire que vous allez retrouver un cycle en 2 séances d'ostéopathie, ou que la naturopathie va vous permettre de limiter et de supprimer votre hyperandrogénie, ce n'est pas vrai. Voilà. On va passer aux questions de la salle, s'il y en a, ou des questions en ligne s'il y en a aussi. J'arrive, ça fait loin. Comme ça, je reste assise. Bonjour, déjà merci. On m'a récemment conseillé l'application Mapato, et c'était pour savoir si c'est vraiment fiable ou non. Parce que j'ai vu pas mal d'avis sur l'application et j'ai vu pas mal de choses contradictoires aussi dessus. Du coup, je sais pas si vous aviez un avis ou non sur l'application, si on peut s'y fier. Alors, je vais répondre et tu pourras compléter, Florine, si tu veux. Mapato, c'est en effet un site qui répertorie des professionnels de santé par zone géographique et par pathologie. Ces professionnels de santé sont identifiés par des patients et des patientes. Nous, avec l'association, en tant qu'association de patients, on ne peut pas recommander de nom de professionnels de santé, on n'a pas le droit. Et donc, on réoriente quand on a des questions sur quel je cherche un professionnel de santé de telle spécialité, on renvoie vers Mapato. Donc, il faut savoir, ce qui est intéressant sur Mapato, c'est que c'est vraiment des retours de patientes qui ont déjà été voir les professionnels de santé. Ce qui explique aussi qu'ils soient assez peu fournis,
parce que il faut que les patientes, quand elles vont voir un professionnel de santé à telle ville, elles laissent un message sur Mapato et que Mapato le vérifie. Donc en plus, il y a une phase de vérification avant d'identifier et de mettre en avant ce professionnel de santé sur le site qui fait que c'est un site qui est sûr. Ouais. Et ce qui fait que du coup, c'est totalement subjectif aussi. Potentiellement, vous avez été voir un gynécologue que vous avez trouvé super pour votre SOPK, et ce qui ne sera pas le cas pour votre voisine d'en face qui aura le même souci et qui ira voir ce même gynécologue. C'est vraiment subjectif, surtout que, comme on disait, ça dépend aussi beaucoup du feeling que vous avez avec le professionnel. D'ailleurs, j'ai un doute, mais Mapato, c'est juste des professionnels de santé, on n'a pas d'approche complémentaire. Oui. Voilà. Donc, on est vraiment juste sur des professionnels de santé. Donc, il y a des ostéos aussi. Ok, oui, mais parce qu'ils sont plus proches du parcours médical que les autres approches. Mais je crois que c'est les mêmes professionnels de santé ceux qui sont répertoriés sur le site de la Sécurité sociale. Ouais. Donc, il n'y aura pas de naturo, par exemple, sur Mapato, ça va rester du domaine médical. Après, je pense que, comme il y a plein de retours différents, c'est compliqué de se baser sur le retour des gens, étant donné que on a tout un corps qui est différent, on a tout un fonctionnement qui est différent. Donc il y a le feeling avec le thérapeute, bien évidemment, mais il y a aussi comment le corps va réagir au traitement qui est proposé, aux soins qui est proposé. Moi, pour 2 femmes atteintes du SOPK qui ont quasiment les mêmes symptômes, les mêmes dosages hormonaux, etc., on va avoir des réactions corporelles totalement différentes aux soins que je peux faire. Donc, c'est un peu compliqué de se baser là-dessus. Donc, moi, si j'ai un conseil à te donner par rapport à ça, c'est vraiment d'essayer de joindre le thérapeute en question et de discuter avec lui, de lui parler de ce que toi, tu vis au quotidien et de voir avec lui ce qu'il peut t'apporter ou non. J'ai une question, bonjour à tous. Merci beaucoup pour les différentes approches et même l'approche scientifique, moi qui est scientifique de base. Une question pour moi. Quelles sont vos recommandations ou conseils ou peut-être les littératures des lectures pour une personne qui vit avec moi personnellement c'est ma femme qui a un SOPK et des fois c'est pas évident pour nous, les conjoints et conjointes. Du coup, j'aimerais bien quelques conseils ou recommandations de votre part. La place des conjoints, peut-être, dans ces accompagnements-là. C'est ça, intéressant. Comment accompagner, comment soutenir. C'est pas évident. C'est pas évident déjà. Le sujet, et merci beaucoup pour l'assaut, est très mal connu, méconnu. Mais heureusement, il y a des gens qui travaillent et merci. Mais quelles sont les solutions ou peut-être pas une recette magique, mais les recommandations pour les conjoints ou conjointes. Merci. Les proches et les conjoints, c'est un vaste sujet. Hein. On a souvent au niveau de l'association des questions à ce niveau-là d'ailleurs. Parce que là, je passe en casquette association du coup, mais c'est un vaste sujet et c'est pas toujours évident pour vous, les conjoints et les proches, de nous supporter au quotidien avec nos sautes d'humeur, notre fatigue. Je vois pas de quoi tu parles. Mais pour le coup, j'aurais peut-être tendance à dire que c'est Laure qui sera la plus à même de répondre. Alors, je ne connais pas spécialement. Il y a pas mal de bouquins là sur le côté que vous pouvez consulter. Je pense que ce qui peut être utile dans un premier temps, c'est un ouvrage de vulgarisation qui va expliquer ce que c'est que cette pathologie avec les différents tenants et aboutissants. Parce qu'effectivement, ils sont multiples, ils sont importants. Moi, ce que je propose, si quelqu'un me consulte, souvent c'est des femmes dans les parcours d'infertilité notamment, je propose toujours quand même, au moment donné, le conjoint puisse venir, au moins pour une séance, pour qu'il puisse poser ses questions. Voilà. Après, en termes vraiment de bouquins ou de ressources, je crois qu'il faut regarder sur les sites des assos, il faut regarder ce qui est présenté là. Et après, c'est quelque part du bon sens, je pense, et de la communication dans le couple, d'écouter ce que son conjoint, sa conjointe a à dire, qu'elle puisse exprimer ce qu'elle vit, les difficultés qu'elle rencontre. Voilà, et c'est pas toujours évident dans le couple. Hein. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, un gros volet de mon travail, finalement, c'est aussi de faire travailler la communication dans le couple.
Oui, moi je rejoins Laure là-dessus. Je partirais totalement sur une discussion à cœur ouvert en fait, explique-moi concrètement ce que tu vis au quotidien. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Et comment est-ce que je peux t'accompagner là-dedans, en fait? De quoi est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que je peux t'apporter en termes de soutien, en termes d'alimentation, je sais pas moi, de massage corporel, peu importe, mais qu'est-ce que je ouais, demander en fait à ta partenaire concrètement de quoi est-ce qu'elle a besoin au quotidien, heu, pour se sentir mieux et bien avec toi. Mmh. Avec, cette idée de demander effectivement ce dont la personne a besoin parce que très souvent on peut avoir tendance à, vouloir donner des solutions. «Tu as qu'à faire ci, tu as qu'à faire ça». «Ben oui, tu as qu'à faire du sport». «Oui, mais c'est peut-être pas si facile» et donc la question, c'est vraiment: «De quoi tu as besoin? Comment je peux t'aider?» Heu, j'ai envie d'ajouter aussi, sans s'oublier soi-même, parce que, Florine l'a rappelé, c'est pas forcément évident, c'est pas forcément simple et comment moi, conjoint ou conjointe, qui je vis aussi tout ça, de manière différente, de mon côté, j'ai peut-être aussi des choses à dire, hein. Est-ce qu'il y avait d'autres? Bonjour. Alors, ça rejoint un petit peu la question d'avant. Moi, en tant que partenaire de ma femme, qui a atteint de SOPK, est-ce que je dois aussi consulter, un naturopathe, un psychologue et peut-être un ostéopathe? Je sais pas. Alors tu peux consulter un ostéopathe, pas pour les mêmes problèmes du coup, mais non alors, j il y a pour moi, il y a des trucs que vous pouvez faire ensemble qui sont sympas même de faire ensemble, d'équilibrer l'alimentation par exemple. Ça peut être cool vraiment de l'accompagner là-dedans, de pas te de pas manger un gros hamburger ou je sais pas quoi à côté d'elle qui mange, un truc anti-inflammatoire par exemple. Vous pouvez totalement faire ensemble des activités bien-être. Ça peut être une motivation en fait et un soutien, je pense, pour elle de voir que, ben, tu fais avec elle et que, bah, tu l'accompagnes, hein, sur ce chemin-là. Après en termes d'ostéopathie, moi je vois les hommes quand il y a un projet bébé parce que, bah, je les inclus systématiquement dans le projet fertilité, hein, parce que, bah, il y a le SOPK, OK, qui, gêne à la fertilité, mais la fécondation, c'est 2 gamètes. Donc, à un moment donné, le couple doit quand même être aussi, on doit quand même en parler, en couple et moi je propose, très souvent des séances à monsieur aussi dans le cadre de la fertilité pour être sûr que tout fonctionne, que tout circule, correctement et qu'il y a rien au niveau physique, énergétique, émotionnel qui s'oppose à une bonne fécondation. Hem, alors, moi, je vais être, très radicale. Je pense que tout le monde devrait consulter à un moment donné. On est tous humains, donc on a tous, merci, tous nos bagages, nos sacs à dos bien remplis de tout un tas de choses qui se sont mis là dans l'enfance et on va passer notre âge adulte à essayer de vider ce sac à dos. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, ça va pas forcément de conduire à une thérapie de 15 ans sur un divan, hein. Ça peut être juste quelques séances. Moi, ça m'arrive, des personnes, on voit deux, trois trucs, on met en place quelques petits changements et ça suffit. Et après, pour rebondir sur ce que disait Marion, on est, et ce qu'on disait tout à l'heure, on est globalement dans mettre en place ce qu'il faut pour avoir une qualité de vie personnelle, mais aussi de couple, la plus épanouie possible. Donc, bah, le conjoint peut peut-être à certains moments rappeler que ça serait bien d'aller au resto, ou que ça serait bien de partir en week-end, etc., etc. Donc, il y a tout un tas de choses que le conjoint sympa peut faire parce que le SOPK, c'est pas votre vie. C'est une partie suffisamment lourde et pénible, mais ne pas lui laisser toute la place, en fait. Et comment on construit cette vie, voilà, la plus riche possible. Et j'ai envie de rajouter une dernière chose. En fait, moi, la question que je pose aux gens qui viennent me voir pour des questions de fertilité, c'est qu'est-ce qu'ils veulent? Ils viennent, souvent, elles viennent, elles me disent, je veux un bébé. Et moi, je leur dis, mais est-ce que vous voulez un bébé ou est-ce que vous voulez fonder une famille? Et pour moi, c'est deux choses complètement différentes. Ça veut dire fonder une famille, c'est vous allez avoir un enfant et vous allez l'élever et l'amener à l'âge adulte.
Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses que ça implique hein, en termes de soi-même, ce que tu rappelais, sa gestion des émotions, la communication, les valeurs de vie, les valeurs éducatives, comment je construis ça avec mon conjoint. Donc, c'est pas seulement prendre en charge une problématique à un moment donné, c'est peut-être saisir cette occasion-là pour ouvrir un petit peu les choses. Finalement, ma vie, comment j'ai envie de la construire. Merci.